semaine. On aura pratiquement fait un bon chemin et je suis contente que ça avance bien. Alors, à, à l'horaire ce matin, on va parler encore d'élaborer le profil socio-affectif. La dernière fois, on a parlé du choc culturel. Aujourd'hui, on parlera d'insécurité linguistique. Donc, quand on élabore le profil académique, on doit aussi élaborer un profil, ce serait une bonne pratique, d'élaborer un profil socio-affectif. On n'est pas des professionnels de la santé, donc on ne peut pas aller en disant oui, cet enfant a vécu du trauma ou ceci, cela, mais on peut décrire des faits, ne pas donner des opinions parce qu'on n'est pas des professionnels de la santé et ça, c'est très important. On ne doit pas donner nos opinions, on ne doit pas sauter rapidement aux conclusions, mais on ne peut pas ignorer le côté affectif parce que l'affect joue un très grand rôle dans l'apprentissage d'une langue seconde. L'affect joue également un très grand rôle dans l'intégration dans une nouvelle société ou tout simplement un nouveau milieu de vie. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut décrire ce que l'on observe et référer à des professionnels si on ressent le besoin. Ou en parler aux parents de façon respectueuse et bienveillante pour que eux, ils fassent le chemin vers les personnes ressources dans ces domaines-là. Donc, ceci étant dit, on va donc, et c'est la raison pour laquelle on parlera d'une intervention multidisciplinaire. Donc, nous sommes comme les premiers répondants. On peut voir des symptômes, voir des faits et dire, OK, ça pourrait être ceci et je ne voudrais pas euh, être indifférent. Je voudrais avoir de l'empathie, être bienveillant. Donc, je m'en réfère à celui qui a les compétences et la formation pour. Et c'est pour ça que l'accueil est aussi une intervention multidisciplinaire. Et dans ce rôle-là, dans cette tâche-là, on a les psychologues, on a les travailleurs en établissement dans les écoles qui nous accompagnent, on a les travailleurs sociaux. On va regarder le parcours migratoire. Ça, on en a beaucoup parlé. On sait déjà à peu près d'où viennent nos élèves, mais c'est important de retracer le parcours migratoire de nos élèves. Donc, dans notre profil socio-affectif, ce qu'on peut observer, ce qu'on peut demander, c'est d'avoir une case qui permet de tracer le parcours migratoire des élèves. Parce qu'un élève qui nous arrive d'une famille qui a choisi d'immigrer au Canada n'a certainement pas le même profil migratoire qu'un élève qui est passé par un camp de réfugiés, qui a dû vivre beaucoup de difficultés avant d'arriver. Donc, c'est important de le savoir parce que ça nous donne des clés de lecture. Je me souviens, j'avais un élève, quand tu t'approchais de lui, il se braquait et il paniquait littéralement. Tu pouvais voir comme une attaque de panique. C'est plus tard qu'on a su qu'il a été séquestré dans des camps de rapatriement aux États-Unis avec sa famille. Et donc, chaque fois qu'on s'approchait de lui, il était vraiment littéralement en panique. Mais après avoir discuté avec la maman qu'on a compris pourquoi l'enfant paniquait autant dès qu'on se rapprochait de lui. Bon, il a été référé, parce qu'on n'est pas des professionnels, mais au moins de l'avoir su, a compris qu'on avait besoin d'aide pour lui. Les rôles des TI, comment est-ce qu'ils peuvent nous appuyer, comment est-ce qu'on peut travailler en collaboration. On va faire un petit clin d'œil sur le trauma. Comme je dis, on n'est pas des professionnels de la santé, mais au moins savoir que ça existe. Et puis là, on va parler d'insécurité linguistique. On va l'explorer, mais ensuite, je vous donnerai un extrait de Diane Lamoureux, qui est prof à l'Université d'Ottawa, qui a travaillé sur l'ancienne trousse taclée et qui est une bonne ressource. Et cette petite conférence qu'elle a fait, voilà, plusieurs années dans le cadre de cette QA, je trouve qu'elle reste d'actualité parce que elle apporte un bel éclairage sur ce qu'est l'insécurité linguistique dans le milieu minoritaire francophone en Ontario. Pour un franco-ontarien,
au Canada. Et je trouve que c'est très ancré dans notre réalité. C'est pour ça que je vous propose d'écouter son intervention. Oui, Sarah. Désolée, Patricia, est-ce que tu partages ton écran en ce moment ou c'est Ah, juste moi qui ne le vois pas? oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié, je ne l'ai pas partagé. Merci de me rappeler. OK, J'étais convaincue d'être en train de le faire. Donc là, j'étais encore juste à la... Merci. J'étais encore juste à la page de la présentation des résultats d'apprentissage. Donc, et à la fin, le dernier point aujourd'hui, c'est que si, je vais apporter quelques précisions par rapport à la tâche B et je vais prendre des questions si vous en avez. Donc, tout ce qu'on devait expliquer a été expliqué, mais si vous avez des questions, je suis encore disponible. Alors, on parlait des parcours migratoires. Alors, on a beaucoup de nos élèves qui sont des résidents permanents ou qui ont de la citoyenneté canadienne, même si on peut encore les classer ENA, donc élèves nouveaux arrivants. Vous vous souvenez, avec l'ancien programme PANA, on disait, on parlait du 4 ans. Maintenant, c'est clair avec la NPP. Donc, on compte comme ENA un élève qui a moins de 4 ans au Canada. Donc, et il était arrivé par le passé qu'il y ait des enfants qui soient nés au Canada, que l'on classait, que l'on couchait pana, même s'ils étaient nés au Canada, et ça créait beaucoup d'incompréhension. Maintenant, on sait clairement que c'est vraiment le 4 ans de l'élève. Est-ce que ça fait moins de 4 ans qu'il est au Canada? Qu'on continue à l'identifier dans 6 ans. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'au bout de 4 ans, on sait tout, on a tous acquis la culture franco-canadienne? Je doute très fort. Ça veut tout simplement dire qu'on arrête de le répertorier dans 6 ans, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de lui expliquer les choses qu'il ne comprend pas. Parce que moi, après bien plus que 20 ans au Canada, il y a toujours des choses que j'apprends de la culture canadienne. Donc, il y a même encore des choses que j'apprends de la culture de mon propre pays d'origine, après toutes ces années. Donc, on continue à les accompagner. Alors, là, il y a des élèves qu'on a qui sont en résidence temporaire. Ça veut dire quoi la résidence temporaire? Ça veut dire que le statut des parents est précaire. Quand on a vu la roue de l'intersectionnalité, on a vu qu'il y a des personnes qui ne sont pas citoyens du pays dans lequel ils vivent. On a vu qu'il y a des personnes qui peuvent être, je ne vais pas dire sans papier, mais qui sont en attente de documents permanents. Ça signifie que les parents à la maison vivent un certain stress qui peuvent passer aux enfants. Ça signifie que les parents n'ont pas nécessairement accès à des emplois de qualité, même si souvent ils sont qualifiés. Donc, du coup, ça apporte un certain stress dans la maison qui peut être passé aux parents. Souvent, quand les parents sont en résidence temporaire, ce qu'on a pu observer, c'est qu'ils vont vivre à cheval entre deux cultures, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais ce qui peut apporter une source de confusion pour certains enfants, parce que le week-end, parce qu'on recherche la chaleur communautaire, ce qui est normal, on vit les traumas de la communauté, parce qu'on se rassemble et on écoute les nouvelles du pays d'où on vient, on est paniqué, les adultes en parlent, oubliant que les enfants sont autour et ils leur passent des traumas. Il leur passe des craintes, il leur passe des inquiétudes. Et les enfants peuvent nous arriver inquiets parce qu'ils partagent la peine et le poids que portent leurs parents. Et dans cette résidence temporaire, on a également des gens qui sont sur le permis de séjour. On a également les gens qui ont des statuts de réfugiés. Comme réfugiés, oui, on vous donne des documents de transport qui vous permettent de vous déplacer, mais ça reste que c'est difficile de se déplacer s'il y a un membre de la famille qui décède et que vous deviez retourner dans votre pays d'origine parce que dépendamment de la raison qui fait de vous un réfugié, ça se peut que vous n'ayez pas le droit de retourner. Et je ne sais pas si vous faites le lien avec le document. Si vous avez eu la chance d'écouter Bagage, vous avez entendu les témoignages des jeunes enfants par rapport à comment ils ont quitté leur pays d'origine. Et donc, justement, il y a beaucoup qui ne peuvent pas retourner. Comme la petite fille qui disait, ma maman voulait qu'on parte parce qu'elle ne voudrait pas que je fasse le service militaire, par exemple. Donc, toutes ces choses, les enfants les portent avec eux. Et on a des demandeurs d'asile.
qui sont un peu dans la même situation que les résidents temporaires parce qu'ils attendent d'avoir des documents permanents qui leur donnera le droit légal de rester en permanence sur le territoire. Alors, comme je disais, c'est une intervention multidisciplinaire. On a le personnel scolaire, nous sommes comme les premiers répondants parce que l'école, vous l'avez vu dans le texte de Farmer, nous sommes la première porte d'intégration des familles au Canada en général. On les reçoit et on doit pouvoir faire le tri, démêler, les orienter. Mais ensuite, on a le personnel médical. Il y a des familles qui doivent d'urgence trouver un médecin parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des situations qui nous alertent et on veut qu'ils aient tout de suite un médecin de famille. On a les travailleurs sociaux qui nous aident et on a les travailleurs en établissement dans les écoles. Donc aujourd'hui, on va prendre un peu de temps pour regarder donc justement le rôle des travailleurs en établissement dans les écoles. Et je vais tout de suite partager avec vous le document qui va nous servir d'outil de travail pour explorer le rôle des travailleurs en établissement dans les écoles. Mais avant ça, j'aimerais vous demander, si c'est possible, de partager vos impressions après avoir écouté le documentaire Bagages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager? On va faire un petit retour. Oui, Rachel. J'ai trouvé ça extrêmement touchant. Je peux avouer que j'étais aux larmes une couple de fois, juste penser à l'histoire que ces enfants-là ont vécu dans leur passé. Mais j'ai vraiment aimé ça. Juste pour que tu saches, Patricia, le lien nous amenait plus tard dans la vidéo pour une raison ou une autre, mais je l'ai tellement aimé que j'ai retourné au début puis j'ai réécouté le début aussi. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça extrêmement touchant. Puis, je peux voir que c'est pas tout le monde qui se considère chez eux maintenant, même si ça fait un an ou deux ou même quelques mois. Il y en a qui ont encore un pied dans leur pays d'origine. C'est correct parce que comme tout le côté affectif, elle parlait des amis et tout, ça a un gros rôle à jouer, surtout dans le monde des adolescents. Alors, en tout cas, merci pour le partage. C'était vraiment une belle expérience d'écouter ce tournage-là. Merci, Rachel. Oui, Kadiatou. Et merci pour tes commentaires parce que oui, moi, c'est une des choses qui m'a beaucoup touchée la première fois où j'ai écouté ce documentaire-là, de voir comme quand on les voit physiquement, on ne peut pas voir tout ce qui se passe dans leur tête, hein, et de les voir extérioriser ça, c'est comme impressionnant et surtout réussir, mine de rien, à pouvoir mettre des mots sur des émotions aussi complexes. Moi, je trouvais ça vraiment riche. Oui, Kadidiatou. Oui, moi aussi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis, qu'est-ce qu'on ne réalise pas souvent, c'est que les parents prennent plusieurs années à réfléchir et à penser à leur déménagement et à leur immigration. Alors que l'enfant, lui, il subit les... On lui informe pratiquement à la dernière minute. Donc, à la dernière minute, je veux dire un mois, 2 mois avant le départ. Et puis là, il n'a pas eu le temps de se préparer à ce deuil-là, parce que c'est quand même un deuil de se séparer d'une partie de sa famille, de ses amis, de tout son social qu'il avait, puis de déménager pour une raison qu'il ne comprend pas tout à fait. Alors, en arrivant ici, c'est certain que le temps d'ajustement va prendre des comportements, peut-être que des fois que nous, comme adultes, on trouve que ce n'est pas socialement acceptable. Donc, il faut prendre le temps d'écouter puis de comprendre l'enfant. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que la vidéo, on ne peut pas la partager avec d'autres enseignants. Puis je pense que ceci serait vraiment intéressant dans une journée pédagogique de permettre à tous les enseignants de pouvoir profiter de cette expérience-là, puis de pouvoir comprendre un petit peu leur élève. Merci beaucoup pour ton intervention. J'aime beaucoup le fait que tu dises, parce que justement, une des
petite fille, déjà une adolescente qui m'a marquée, c'est celle qui dit, je voyais nos choses dans les poubelles. Je voyais mes dessins dans la poubelle et on devait laisser tout ça et partir. Tu voyais vraiment qu'elle était brisée et comme tu dis, dans tous les témoignages d'enfants, on voyait justement qu'ils n'ont pas été préparés. Et nous, ça nous prend, mettons, quand tu changes juste d'école, tu demandes une mutation, ça te prend 1 année, 2 années à réfléchir, à te préparer mentalement, juste pour un changement au niveau de ton emploi. Mais là, pour des enfants, ils doivent littéralement changer de vie et ils doivent se revirer sur un dissens comme c'est vraiment beaucoup leur demander. Oui. Alors, merci pour vos partages. Je vois qu'on a quelque chose dans le clavardage. J'espère que je n'ai pas manqué. Ah oui. Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Est-ce que la personne pourrait le fermer? C'est vrai que j'entends l'écho aussi, moi. Et je me suis habituée au point de le laisser. Mais oui, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Je ne vais pas le faire parce que si je le fais, ça va bloquer le micro de la personne et puis il ne pourra plus avoir accès à son micro. Donc, juste vérifier. Merci. Alors, je mets dans le clavardage ce document ici. Vous allez écouter, c'est un court-métrage de 15 minutes où on présente des enfants et puis des TE qui nous expliquent quel est leur rôle. Les questions d'intention d'écoute, c'est que vous apprend le court-métrage sur le rôle des TE. Avez-vous déjà eu recours au service d'un TE? Et puis, on va faire un petit partage d'expérience. Donc, ça va nous prendre environ 20 minutes. Donc, il est 9h20. On va se dire à 9h40, on va faire le petit retour. Je ne sais pas si tout le monde a accès dans le clavardage. Je viens de mettre, si vous pouvez juste cliquer pour vous assurer que vous avez accès au document. Okay. Moi, je vais fermer mon micro parce que je vais réécouter avec vous aussi, mais je suis ici si vous avez des questions.
Alors, il est 9h40. Je ne sais pas si vous êtes prêts à revenir. Mais j'espère que vous êtes prêts à revenir après avoir écouté ce court-métrage-là. Alors, ma question. Avez-vous déjà eu... Est-ce que vous saviez quel était le rôle des TEE? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler du programme des alliés? Je sais qu'il existe plus au secondaire qu'à l'élémentaire. Est-ce qu'il y aurait une façon de l'adapter à l'élémentaire? Et puis, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager suite à ce court-métrage? Oui, Kadiatou. Oui, nous, au conseil scolaire public, nous l'avons déjà adapté à l'élémentaire. Donc, l'année passée, on avait les T et E, tellement Oui. les T et E avaient été par une présentation avec les élèves, les alliés, et puis on avait choisi dans chaque école, on avait choisi des élèves de la quatrième à de la quatrième à la sixième année pour donner la formation à ces jeunes-là pour qu'ils puissent être vraiment des alliés dans les écoles. Mais avant ça, on avait déjà dans chaque classe, on avait des alliés qui pouvaient, ben, on ne les avait pas nommés des alliés, mais il y avait des personnes qui se portaient volontaires, des jeunes qui se portaient volontaires pour accueillir les élèves nouveaux arrivants puis les aider à les orienter un peu. Mais au secondaire, ça fait des années que nous avons des alliés. Merci beaucoup du partage. Fatima et ensuite José. Je ne savais pas que le programme des alliés existait et puis c'est quelque chose peut-être qu'on pourrait mettre au sein de notre école. Tu sais, on nous demande souvent de choisir des comités au début de l'année, un groupe d'enseignants qui vont représenter une cause ou quelque chose durant l'année. Moi, ça me met l'eau à la bouche. Je serais peut-être quelqu'un qui pourrait le lancer, le comité des alliés et des alliés de notre école. Comme ma collègue vient de le dire, oui, quand un nouvel ami arrive au sein de l'école, en général, l'enseignant désigne quelqu'un qui a plus de leadership, quelqu'un qui est beaucoup plus réfléchi et posé, puis on lui demande discrètement, est-ce que tu peux l'orienter, est-ce que tu peux l'aider dans le couloir, casier, la cour, les toilettes, etc. Mais il n'y a pas de comité en tel comme ça. Et puis, je l'apprends, c'est vraiment une excellente initiative. C'est parce que le rôle va au-delà juste d'intégrer l'enfant, ça tisse des liens, ça fait de nouvelles amitiés, puis ça démarre la nouvelle vie des nouveaux arrivants sur le bon pied. Merci beaucoup, Fatima. Et puis, j'aime ton idée. Vas-y, go, go, courage. Oui, José, j'avais vu ta main tantôt. OK, parfait, parce qu'on dirait que mon bouton ne fonctionnait pas pour la main. Ben, j'avais une question juste par rapport à... Ben, je vais partager par rapport à ça, là, mais je me demandais, tu sais, toutes les choses que tu mets dans le clavardage avec les liens puis tout ça, est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à ça après le cours ou si c'est... Ah, ben, si vous voulez avoir accès à toutes les activités interactives que l'on fait, je peux les mettre dans un dossier. OK. Parce que, bon, dans le EAV, ce que je vous mets, c'est vraiment les slides de présentation, mais toutes les vidéos que vous visionnez sont également dans les slides, comme le court-métrage ici, c'est le lien. OK. La raison pour laquelle je ne le mets pas, je ne le présente pas, c'est que je n'ai pas le droit de présenter des documents autres sur lesquels je n'ai pas de droit d'auteur pendant le webinaire. Et c'est pour ça que je les mets je vous l'envoie dans le clavardage, en fait, pour que vous le visionniez. C'est OK. pour respecter le droit d'auteur. Donc, OK. oui, dans les slides, toutes les vidéos que je partage sont dans les slides. OK, parfait, merci. Comme bagage, tout est là. OK. Par rapport au TE, moi, ce que j'ai, ben, je suis au primaire, mais fait qu'on a plus tendance à jumeler les élèves avec quelqu'un d'autre dans la classe, tu sais, comme pour créer des liens, puis pour les orienter un peu. Il n'y a pas rien
vraiment officiel, là, comme dans l'école. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on fait les comités d'admission avec la direction, souvent la direction va proposer à la famille la possibilité d'être mise en contact avec un travailleur en établissement. Euh, mais j'ai remarqué que la majorité du temps, les familles vont dire non. Euh, c'est comme par après, quand on commence à parler avec la famille, comme une fois que l'enfant est déjà à l'école, puis là, on remarque qu'il y a peut-être un besoin, que là, on les met en contact. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y a pas comme quelque chose de plus structuré ou officiel, où est-ce que c'est comme même si peut-être la famille ne ressent pas le besoin, je pense que ça vaudrait peut-être la peine de comme juste établir le contact quand même. Puis s'il n'y a pas de besoin, ça reste là, mais comme je pense que des fois, on ne voit pas comme toute l'ampleur de ce que ça peut représenter pour quelqu'un qui s'en vient, puis même pour la personne elle-même, jusqu'à temps que tu sois là. Puis aussi, ben, nous autres, on a eu des coupures. Fait qu'on avait un TEE associé à notre école, puis il a été coupé. Fait que ça, c'est un peu comme une préoccupation aussi parce qu'il y a tellement de besoins croissants à ce niveau-là, comme partout, j'imagine. Puis on dirait qu'il y a eu comme beaucoup de coupures par rapport à ça. Fait que on dirait que il y a comme ce qui se passe ne va pas de pair avec les besoins qui sont réellement là, comme dans les écoles. Tu as bien raison, José. Mais une chose, je sais que tu es à Ottawa. Avec le centre communautaire de Vanier, je sais que eux, ils sont plus rapides. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée en contact. Je pense qu'il s'appelle Marcel Pierre. Il est même déjà venu intervenir dans la QA, je pense non, l'année d'avant. Je l'avais fait intervenir. Marcel Pierre au centre communautaire de Vanier, il est assez rapide. Donc, d'avoir peut-être son contact, s'il peut aider parce qu'ils sont une équipe, en général, il aide assez rapidement quand on lui réfère une famille. Même si je sais que de plus en plus, il travaille avec le CECCE, mais même si on dit des CPO, il va quand même réagir. Oui, Kadidiatou. Oui, nous, qu'est-ce qu'on fait à notre conseil, c'est aussi d'inviter les TEE pendant le comité d'admission. Alors, ceci permet aux parents directement de savoir c'est quoi le rôle du TEE, puis ensuite le lien est fait. Parce que des fois, on a des comités d'admission où les familles ne passent pas directement au TEE avant de venir à l'école. Alors, quand on fait des comités d'admission, on les invite pour qu'ils puissent faire savoir leur rôle aux parents. Peut-être une option, je le partage pour que les autres, ça pourrait être peut-être intéressant pour les autres. Merci beaucoup, Kadidiatou. Andrea. Donc, juste au niveau de leur rôle dans mon école, juste pour en parler, comme on a mentionné, ils vont accompagner souvent les familles lors des premières rencontres à l'école, pendant les comités d'admission. J'ai déjà vu aussi, lorsqu'il y a comme des malentendus culturels, de venir dans les salles de classe. Donc, je vous donne un exemple. Dans une salle de classe, il y avait des défis à la récréation lorsque les élèves jouaient au soccer. Donc, on a vraiment, les élèves ont pu faire un éveil des différences et ça leur a permis à peut-être un jeu beaucoup plus respectueux. Les collègues vont souvent aussi voir les élèves faire des mini-rencontres. Je trouve que souvent les élèves vont pouvoir avoir peut-être plus d'ouverture d'esprit avec eux. S'il y a des petits défis, vont faire le partage avec les enseignants. Donc, c'est juste vraiment un rôle très important chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le partage. Merci, Andrea. Ça nous donne d'autres idées de comment est-ce qu'on pourrait collaborer pour faire une intervention multidisciplinaire. Alors,
ce qu'on a pu constater en écoutant les ados dans le documentaire Bagages au Québec et en écoutant nos ados ici en milieu franco-ontarien, parce qu'on a vu que ça se passe en Ontario francophone, le court-métrage qu'on vient d'écouter, c'est qu'on se rend compte que les émotions prennent une très grande place dans l'apprentissage. Donc, les émotions prennent vraiment une grande place. Et c'est important qu'on ne les ignore pas. Et ça a été documenté par les travaux de Pécroun qui nous dit ceci. La classe est un espace riche en émotions. Les élèves investissent de l'énergie affective pour apprendre et interagir. Les émotions soutiennent la réussite. La joie d'un accomplissement motive, tandis que les émotions difficiles peuvent conduire à des actes désespérés. Les enseignants sont aussi concernés. Ils doivent transmettre le goût d'apprendre, mais reçoivent peu de formation sur l'importance des émotions dans les apprentissages. Donc, c'est important qu'on garde à l'esprit que ce qu'on ressent peut nous faire soit aimer l'école, soit détester l'école, ou peut nous faire sentir compétents, ou alors nous renvoyer dans une situation où on a l'impression qu'on n'est juste pas capable. On a entendu le petit témoignage de la jeune fille qui disait juste le fait que l'enseignant ait pris la peine de me présenter à la classe m'a fait me sentir exister. Et ça fait une grosse différence quand un enfant peut exprimer ça. Donc, souvent, on n'a pas besoin de faire très grand pour que l'enfant se sente accepté. Et ça le met vraiment sur les rails, dans on démarre correctement l'enfant, on va dire. Le traumatisme. Alors, les blessures visibles sont les plus simples à identifier. Donc, quand je me brûle la peau, je le vois. On voit la brûlure. Pour définir un traumatisme, le Centre universitaire de la santé de McGill s'appuie sur la notion suivante. Un traumatisme survient lorsqu'un transfert soudain d'énergie dépasse la capacité de résistance du corps humain. Alors, une personne est heurtée par une voiture et a la jambe fracturée. Oh, à la jambe fracturée, c'est un A sans accent. Oh mon Dieu, Patricia. Ça, c'est avoir la jambe fracturée. Désolée, ça agresse ma vue. Et à la jambe fracturée. Elle est où cette Et à la jambe fracturée. Cela signifie que le coup porté à la jambe a dépassé la capacité de résistance de la chair et des os de cette personne. En de pareilles circonstances, personne n'oserait déclarer qu'il y a traumatisme parce que la personne a été trop faible pour résister au contact de la voiture. Donc, quand une voiture me frappe et que j'ai un trauma, on ne va pas dire c'est parce que j'étais faible que j'ai cette blessure-là. Seule une personne possédant une connaissance limitée des propriétés du corps humain pourrait affirmer une telle chose. Alors, les blessures invisibles. Les atteintes non visibles sont plus difficiles à reconnaître et donc souvent mal comprises ou ignorées. L'exemple des traumatismes crâniens, comme la commotion cérébrale, illustre bien cette complexité. Plus une blessure est invisible, plus le risque de mal comprendre les réactions du corps augmente. Cela exige des efforts supplémentaires pour bien saisir leur effet. Un traumatisme psychique correspond aux effets d'une expérience négative ou dangereuse dont l'intensité dépasse la capacité de résistance mentale d'une personne. Savoir qu'un autre être humain a choisi délibérément de nous agresser ou de nous humilier, de nous faire souffrir ou tenter de nous tuer ou de s'en prendre à un proche peut profondément ébranler nos liens affectifs et notre sens de la vie. Alors, le traumatisme peut conduire à des difficultés sociales et relationnelles, à des difficultés comportementales, physiques, à des difficultés d'autorégulation des émotions, à des difficultés cognitives et scolaires. Il y a différents types de traumatisme. Andrea, est-ce que c'est une vieille main ou une nouvelle main? Non, une nouvelle main. Est-ce que tu peux faire le partage de ton écran? Oh mon Dieu, Merci. toujours que j'oublie. OK, je m'excuse. On va dire qu'aujourd'hui, je suis déconcentrée, complètement déconcentrée.
Vous l'aurez, je m'excuse, vous l'avez dans les slides. Là, je partage. OK. Il y a différents types de traumatismes. Alors, je me suis attardée sur quelques-uns. Le traumatisme vicariant, il résulte de l'exposition répétée aux récits d'expériences traumatiques vécues par d'autres. Donc, je te raconte mon trauma et ça t'affecte. Ou alors, lorsqu'il touche des personnes qui entendent les récits dans leur travail, on parle d'usure de compassion. Donc, on va souvent voir des psychologues qui tombent en burn-out ou des personnes qui travaillent en santé mentale tomber en burn-out tellement ils ont accompagné du monde. Le traumatisme intergénérationnel. Une enfant ou un enfant peut porter les effets des traumatismes vécus par ses parents, même si ceux-ci n'ont jamais été racontés. Par exemple, un enfant né au Canada de parents ayant vécu la guerre peut manifester des symptômes liés à ces expériences-là. Et le traumatisme historique. Lorsqu'un groupe a subi de l'oppression, des persécutions ou des violences graves sur une longue période, les générations suivantes peuvent en ressentir les effets, même sans avoir vécu les événements. Exemple, les descendants de groupes ayant subi un génocide, par exemple. Alors, réflexion, je l'ai dit au début, nous ne sommes pas des professionnels de la santé, nous ne pouvons pas observer, poser des questions ou chercher de l'aide avec bienveillance. Nous pouvons observer, poser des questions et chercher de l'aide avec bienveillance. Et il est essentiel de ne pas tirer de conclusions hâtives. Donc nous, quand on voit des choses qui nous alertent, ne restons pas indifférents. Il vaut mieux poser la question et s'être trompé que de laisser courir parce que ça se peut que les enfants vivent vraiment des gros traumas. Alors, j'ai fini avec la première phase qui était liée vraiment encore à l'accueil. Je vais parler maintenant d'insécurité linguistique qui peut concerner nos élèves nouveaux arrivants, mais qui concerne souvent nos élèves de familles exogames parce que euh, les parents ont dû se battre très fort pour garder la langue d'une génération à l'autre. Et c'est presque insultant quand on te dit tu parles bien français pour un anglophone. Et on l'entend souvent. Et donc, c'est important que l'on soit conscient de cela. Et pour le statut de la langue diffère parce que comment est-ce que je peux le dire de façon exacte? Alors, dans nos écoles, nous avons le personnel enseignant qui arrive d'un peu partout dans la francophonie mondiale. Et pour les personnes qui arrivent surtout de l'Afrique, le français est une langue qui a un statut différent de ce que le français a comme statut en Ontario francophone. Autant le français représente la langue du colon et donc la langue de l'oppression, autant il représente également un moyen de changer de classe sociale, parce que ceux qui ont accès à une langue châtiée augmentent leurs chances d'avoir accès à des bons postes dans le gouvernement, des bons emplois, et ce depuis le temps de la colonisation. Donc, même si la langue représente l'oppression, elle représente également un moyen de changer de statut social. Donc, les personnes vont mettre beaucoup d'efforts à avoir une langue châtiée et surtout à ce que leur façon de parler ressemble à la métropole, à la façon parisienne de parler. Donc, quand on arrive en Ontario et qu'on entend des francophones qui luttent pour leur langue et qui n'ont pas nécessairement les standards français de la langue, une des réactions pourrait être, mais ils ne parlent pas français, ces gens-là. Et c'est important d'être conscient que ce genre de remarques pourrait créer de l'insécurité linguistique chez la personne qui parle et pourrait affecter les émotions. Ça, c'est un point qu'il est important de garder en tête. Et déjà dans la francophonie canadienne, on ressent, je ne sais pas si vous vous souvenez du documentaire de Denise au pays des Franco, on voit comme une hiérarchisation
de niveau de langue, du style de parler. Quand elle dit à cet étudiant, oui, vous avez cette expression que vous dites, je veux faire sûr, mais ça ne se dit pas faire sûr. Et vous voyez la conversation que Denise a avec ce jeune homme qui lui dit, mais non, moi quand je le dis, je me fais comprendre. Et on a un texte de Cormier, je pense que c'est celui que je vais vous faire lire, qui dit justement, on ne peut pas rassurer nos élèves et bâtir la sécurité linguistique si on est tout le temps en train de les corriger. Mais on doit multiplier les interactions langagières pour leur donner l'occasion de parler et on doit les sensibiliser sur le fait que s'ils veulent être compétitifs, par exemple sur la toile lorsqu'ils diffusent des informations et s'adresser à la francophonie mondiale, ils doivent faire un peu d'effort, mais on ne peut pas les museler par nos remarques malveillantes. Peut-être pas à dessein, mais ces remarques cinglantes qui viennent te casser. Et on ne veut pas que nos élèves vivent ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, on va écouter, oui, Fatima. J'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire, mais là, elle est où la ligne ici entre reprendre quelqu'un et le corriger, ce que tu viens de dire, vraiment être à cheval avec on ne dit pas ça, on ne dit pas ceci, il faut dire ça, et corriger l'enfant, lui apprendre la bonne expression. J'aime beaucoup ta question. Tout est dans la façon et tout est dans l'intention de communication. En linguistique, on parle du contexte de communication. Si je suis dans un contexte, mettons, de science où l'essentiel, c'est que l'enfant me dise ce qu'il a compris, pourquoi m'acharner? Pourquoi m'acharner si j'ai compris ce qu'il m'a dit? Maintenant, si je suis dans un contexte de rédaction scientifique, je lui donne les outils. Et si je ne lui ai pas donné les outils, mettons un glossaire, mettons pourquoi est-ce que je l'accule? Parce que je m'excuse de le dire comme ça là, mais c'est parce qu'il y a certains, on a écouté dans le documentaire, la fin, le petit Eric, il dit, qu'on vient d'écouter, il dit, ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse parler. Ils puissent recommencer à parler parce qu'ils ont des choses à dire. Et j'aimerais qu'ils puissent parler. La question qu'on doit toujours se poser, c'est est-ce que la remarque que je suis en train de faire va contribuer à laisser mon élève s'exprimer ou alors va dire, bon, OK, à chaque phrase que je dis là, elle me dit non, c'est pas lui, c'est là. C'est pas... Il va finir par se taire. Et c'est pas ça qu'on attend de nos élèves. Et puis l'autre chose, c'est que est-ce que je t'ai donné les outils quand ça devient une rédaction académique? Est-ce que je t'ai donné des outils pour que tu puisses te débrouiller? Si je ne t'ai pas donné les outils, parce qu'on dit souvent, on le dit souvent, mais il faut toujours qu'on le garde, je n'évalue que ce que j'ai enseigné. Si je n'ai pas enseigné, pourquoi je l'évalue? Excusez-moi, j'ai envie d'en faire un cheval de bataille, mais c'est parce que je trouve que il ne faut pas museler les enfants. Il ne faut pas museler j'ai étudié en lettres, hein, donc j'aime la langue française. Ok, je suis une férue de littérature. Je suis entourée de livres. Mais ce n'est pas une raison pour, moi j'appelle ça intimider le monde. Ok, je vais mettre dans le clavardage. Un instant, je veux juste essayer de vous présenter la tâche qu'on va faire. Ce que j'aimerais que l'on regarde maintenant, c'est vraiment des jeunes qui s'expriment sur l'insécurité linguistique. Et on va essayer c'est toujours important de se faire soi-même des définitions de tous ces concepts-là très scientifiques dans un langage qui nous permet de l'expliquer à nos collègues, avec les personnes avec qui on discute. Parce que souvent, quand c'est un terme trop scientifique, ben, les gens ne s'y intéressent pas, ça leur passe au-dessus de la tête. Donc, un des objectifs de cette activité qu'on va faire, c'est d'aller écouter des jeunes qui parlent d'insécurité linguistique pour se donner à nous-mêmes une définition de c'est quoi l'insécurité linguistique. Je ne sais pas si ça, c'est bon. Alors là, la première chose, c'est, j'ai mis une petite définition, c'est un sentiment lié à l'usage d'une langue ou d'une forme de langue qui n'est pas maîtrisée par la personne, qui ressent alors un malaise et qui se sent menacée. Alors, on va prendre le temps d'abord d'écouter
la petite vidéo ici. Donc, en cliquant dessus, vous avez une petite vidéo de 4 minutes de quelques jeunes qui nous expliquent en leurs propres mots ce qu'ils entendent par insécurité linguistique. Coucou, il est mignon ton garçon, Mélanie. Et puis, Merci. oui, et ensuite, comment définir l'insécurité dans nos propres mots? Donc, c'est le premier objectif. Ensuite, en quoi l'insécurité linguistique peut-elle freiner l'apprentissage d'une langue seconde chez les apprenants francophones en contexte minoritaire? Et puis, la troisième question, comment favoriser la sécurité linguistique chez nos élèves? Ça, c'est des questions de réflexion. J'aimerais que l'on fasse cela en premier. La deuxième activité sera d'aller. Est-ce qu'on va le faire tout de suite? On va le faire après. Donc, on va commencer par celle-là. On va le faire en 2 temps. On va faire l'activité 1 qui nous prend environ, parce que écouter, c'est, comme je dis, c'est 4 minutes, c'est 3 minutes et quelques. Donc, on va se donner un 10 minutes parce que je vous donne le 5 minutes pour écouter avec votre intention d'écoute, un 5 minutes de pause et on se revoit dans 10 minutes. Donc, à 10h15. Est-ce que ça marche? OK. Oui, et puis j'ai mis le document. Voulez-vous vérifier que vous avez accès avant qu'on ne se quitte, s'il vous plaît? Et je pense que je présente mon écran, hein. Oui, je présente mon écran. Je vois du monde qui rentre. Donc oui. Donc on se dit, on se retrouve à 10h15 et puis on va continuer. Patricia, est-ce que tu l'as mis dans le clavardage? Oui. Attends, je te le remets, hein. Attends, peut-être quand je vais le remettre, tu vas le voir parce que tu vas entendre la notification. OK. D'accord. Ou alors je te l'envoie. Attends, je vais juste arrêter mon partage, je te l'envoie par courriel. Donne-moi 2 secondes. Fatima, nouveau. C'est bizarre, Fatima. les autres, je les ai eus. Ok, attends, je te l'envoie tout de suite par courriel. Tu vas l'avoir dans ton courriel tout de suite. Je, je te l'ai envoyé. C'est parti. Ça fait plaisir. S'il te plaît, est-ce que c'est les 2 vidéos ou juste la première? Non. C'est juste l'activité 1. L'activité 2, on va la faire après. D'accord.
Alors, je vais nous inviter à revenir, s'il vous plaît. OK. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager sur l'insécurité linguistique? Après avoir écouté Oui, Anne. Ah oui, bon bien, moi, l'insécurité linguistique, je vois aussi, c'est comme une attitude. Il y avait un garçon, un jeune homme sur la vidéo qui disait qu'il venait d'un pays arabe, puis qui disait qu'il avait peur, c'était comme une frontière entre les gens. Puis moi, je vois ça, c'est comme ça, c'est son attitude, parce que ça vient d'un endroit d'avoir peur, de jugement. Moi, je vois ça, si tu prends le courage d'essayer de parler, même si tu es insécure un peu, ça peut devenir pas une frontière, mais un pont. Moi, d'un vécu personnel, j'ai passé 3 ans en Amérique du Sud. Assez longtemps passé, je suis devenue trilingue, j'ai parlé espagnol, mais là, j'ai passé beaucoup de temps à ne pas utiliser cette langue-là. Puis depuis quelques années, j'ai fait des amis latinos ici dans ma communauté. Puis j'avais cette peur de me faire juger parce que je savais que je ferais des fautes un peu quand je parlerais avec eux autres. Mais c'est pour moi, la définition, c'est devenu comme quand j'ai moins de peur, mais je veux vraiment communiquer, c'est ça qui m'aide à surmonter cette insécurité linguistique-là, parce que je veux tellement communiquer avec eux. Puis aussi, ça crée cette connexion-là, parce que les gens vont beaucoup apprécier lorsqu'on fait l'effort de parler leur langue, même quand on voyage dans d'autres pays. Même si tu fais des fautes, on dirait cette humanité-là que même si tu fais des fautes, les gens vont apprécier que tu essayes, que tu fais cet effort-là. Donc, moi, je vois ça comme vraiment une attitude d'essayer de surmonter la peur et de faire l'effort de créer un lien et pas juste pas penser, oh, ça va créer une frontière. Merci beaucoup pour ton intervention. Je vais laisser Sylvie parler et puis je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport à une expérience personnelle. Ah, merci. Je voulais juste ajouter, il y avait des lignes qui se ressemblaient dans ce que tu viens de dire, Anne. Mais moi aussi, je trouvais que l'insécurité linguistique, c'est comme il y a des différents degrés de ça. Je trouve dépendamment de ta circonstance. Donc, je trouvais que des fois, ça dépend si tu as assez de mots pour dire ce que tu veux dire au niveau du vocabulaire. Des fois, ça dépend de ton auditoire aussi, si tu es confortable, ton niveau de confort avec les gens avec qui tu vas vouloir converser. Puis aussi l'attitude. Donc, je trouvais qu'il y avait 3 volets vraiment importants qui touchent l'insécurité linguistique. Merci beaucoup parce que justement, Ah oui, Sarah. Vas-y, Sarah. Je voulais pas t'interrompre, Patricia, désolée. Non, vas-y. Je suis d'accord avec tout ce qui est mentionné. Ce que je voulais juste ajouter ou qu'est-ce qui est ressorti pour moi, c'est que ce que j'ai remarqué dans le passé, c'est que si tu parles à quelqu'un qui semble avoir de la difficulté ou qui tente vraiment de s'exprimer en français, mais on remarque qu'évidemment, ils sont plus à l'aise en anglais. Une faute que j'ai faite dans le passé, c'est de changer ma façon de parler pour la ressembler davantage ou bien même juste changer à l'anglais pour essayer tenter de les faire se sentir davantage à l'aise. Et j'ai réalisé que c'est vraiment comme une erreur parce que tu es en train de aider davantage à leur insécurité linguistique au lieu de juste continuer à les encourager à parler en français. Alors, ouais, juste J'aime beaucoup ce que tu dis parce que justement, c'est là-dessus que j'allais conclure parce que toutes vos interventions tournent autour de ça. L'attitude de la personne qui vit l'insécurité linguistique, mais l'attitude de la personne qui reçoit. Alors, j'aime beaucoup ton point, Anne, quand tu dis il faut traverser sa peur. Mais ce qui permet à l'autre de traverser sa peur, c'est la façon par laquelle il est reçu. Et c'est déjà arrivé on va dans un service public, on voit quelqu'un qui veut nous servir en français et qui se débat pour nous servir en français. Et on voit bien que le français n'est pas sa première langue et on change à l'anglais. Le message qu'on lui donne, c'est ton français n'est pas assez bon pour qu'on puisse être efficace et j'aime mieux te parler en anglais. Donc, il vaut mieux laisser la personne
s'exprimer parce que ça montre sa volonté et on est en train de l'encourager. Et plus on va, parce qu'on sait que c'est l'interaction langagière qui permet de s'améliorer. Plus il aura des interactions langagières, mieux il va s'améliorer. Mais si à toutes les fois on le coupe et qu'on change de langue, soi-disant pour l'accommoder, on est en train de faire l'effet inverse parce que non seulement on le tue à l'intérieur et on lui enlève une occasion de se pratiquer, de s'exercer dans la langue cible. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, et puis je vais mettre un exemple de voyage, c'est que quand on va à l'étranger, souvent on va remarquer que même si on parle une langue complètement fausse et qu'on arrive à se faire comprendre, les gens sont tellement bienveillants et tellement heureux de voir qu'on fait un effort vers leur culture. Mais c'est curieux de remarquer qu'à l'intérieur de la culture francophone, entre nous, francophones, on a tendance à perdre cette bienveillance-là. Et c'est important justement de la garder. Je veux dire, c'est important que l'autre francophone qui nous parle, que je sais pas si son identité francophone ne soit pas remise en question par la façon par laquelle on réagit à la grammaire de son message plutôt que de réagir au sens de son message. Et donc, c'est très important. Et puis là-dessus, j'aimerais partager une expérience personnelle. Moi, j'ai eu le malheur, parce que j'appelle ça un malheur, d'apprendre le français. Le français, c'est ma langue maternelle, alors que le romala aurait dû être ma langue maternelle parce que c'est la langue de mes ancêtres. Et quand j'ai voulu apprendre cette langue, et je suis un locuteur passif parce que je comprends assez bien ce qui est dit dans cette langue-là, mais j'ai de la difficulté à m'exprimer parce qu'à chaque fois que je voulais m'exprimer, ça faisait rire toute la galerie. Et d'un rire qui te brime. Si bien qu'aujourd'hui, et puis les plus gentils allaient te dire, tu parles le romala en français parce que ma syntaxe n'était pas la syntaxe de la langue cible. Et souvent, ça peut brimer nos élèves au point qu'ils ne s'expriment plus en français parce que à toutes les phrases qu'ils prononcent, on les corrige. Mais c'est en pratiquant, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, s'ils n'ont pas l'occasion de pratiquer, et on va le voir dans les prochains webinaires, c'est les interactions langagières qui permettent de s'améliorer dans une langue. C'est les interactions langagières. Alors, on va continuer. Je vais repasser à mes diapositives. J'espère que je présente mon écran. Oui, il est là, hein, vous voyez mon écran? OK, super. Alors, pourquoi? Et puis, je m'appuie sur les recherches de Levasseur qui ont été faites en Colombie-Britannique. Pourquoi mieux connaître l'expérience scolaire et linguistique des élèves? Comprendre leur parcours scolaire et linguistique pour mieux soutenir leur développement, assurer un accueil bienveillant et une inclusion réelle dans les milieux scolaires, reconnaître ces élèves comme membres légitimes des communautés francophones canadiennes. Alors, l'article de Levasseur, justement, elle passe en entrevue des élèves dans une école d'immersion française. Je ne me souviens plus exactement le contexte, mais ces élèves-là estiment qu'ils ne sont pas des vrais francophones parce qu'ils ne viennent pas du Québec, parce qu'ils ne parlent pas assez bien le français, pourtant ils sont dans une école de langue française. Alors, la diversité linguistique et culturelle en milieu scolaire francophone. Les écoles francophones en contexte minoritaire accueillent une grande diversité culturelle et linguistique. Dans plusieurs milieux, surtout urbains, on retrouve de nombreux élèves plurilingues. Leurs compétences en français peuvent être limitées, ce qui influence leurs besoins d'accompagnement. Les écoles doivent composer avec une tension entre l'inclusion et la protection dans un contexte de grande diversité culturelle et linguistique. Certains acteurs adoptent une vision déficitaire. Donc, alors, la présence peut exposer au français, l'expérience des élèves peut exposer au français serait une menace pour la mission de l'école. D'autres y voient au contraire une richesse. La diversité linguistique peut coexister avec le désir de faire prospérer les communautés francophones. On a revu le documentaire qui parlait du rôle des TIE. Ces jeunes qui disent « j'ai appris le multiculturalisme ». J'ai appris que je peux avoir plusieurs identités. Donc, c'est important que les élèves ressentent qu'il n'y a pas un côté de leur identité qui doit être mis en veille, un peu comme dans l'article de Phyllis Daly.
Alors, glottophobie, c'est un peu la même chose dans la même veine que insécurité linguistique, c'est l'autre terme qu'on va souvent entendre. Discrimination fondée, c'est dans la même thématique que l'insécurité linguistique, c'est un terme qu'on reverra, pardon. Discrimination fondée sur la langue, le langage ou l'accent d'une personne qui porte préjudice à celle et à ceux qui la subissent. Par exemple, entre membres de la communauté francophone. Moi, je me souviens, il y a un enseignant, on a été, on a commencé, on a débuté notre carrière en Ontario francophone à plus ou moins en même temps. Et il a commencé un an avant moi. Et je me souviens, lors de son évaluation PIPNPE, sa directrice qui lui écrit dans son rapport, il va falloir que tu changes ton accent. Et puis là, il lui a dit, OK, c'est un peu comme si tu me demandais de changer ma couleur de peau parce que mon accent, ça fait partie de qui je suis. Tu peux me demander de parler moins vite, tu peux me demander d'articuler plus, mais tu peux pas me demander de changer mon accent parce que je ne sais pas comment je le fais. Mais c'est un peu ça. Quand j'ai pris l'exemple de Chloé, c'est parce que je savais que ça allait causer de la difficulté à nous autres qui sommes habitués à la population plus du centre-sud de l'Ontario. Et c'est important qu'on ne pénalise pas nos élèves à cause de leur accent. C'est certain que moi, aujourd'hui, quand je parle, mon accent est tellement varié et est la somme de mes différents voyages. Des fois, quand je parle, j'ai l'impression d'entendre l'accent belge, de prononcer certains mots ou d'entendre l'accent camerounais ou d'entendre l'accent français parce que c'est la somme de mes voyages, mais je ne peux pas demander à quelqu'un de changer son accent. Là, c'était ce qu'on a fait tantôt. Donc maintenant, j'aimerais qu'on passe à la deuxième partie de la vidéo, cette fois-là pour de l'activité sur l'insécurité linguistique, parce que ça va nous servir de tremplin à la prochaine étape. Parce que là, on ne parlera pas seulement d'insécurité linguistique, mais on parlera d'accompagnement, comment accompagner les élèves. Donc là, l'activité 2, on va explorer le concept d'insécurité linguistique. Quel rapprochement pouvez-vous établir entre les situations présentées dans la vidéo et votre propre expérience professionnelle? Que vous apprend cet extrait au sujet des défis, des besoins réels des élèves qui apprennent une langue seconde? Donc là, on a parlé un peu d'insécurité linguistique d'un point de vue de famille exogame. On va regarder l'insécurité linguistique d'un point de famille d'élèves nouveaux arrivants. Quelle attitude ou quel comportement observé dans la vidéo risque de compromettre la sécurité linguistique de l'apprenant Moses? Donc, la vidéo, si je me souviens bien, elle dure, je vais juste voir, oh oui, j'ai arrêté mon écran parce que je n'ai pas le droit de partager. Elle dure 5 minutes. Donc, on va se donner un petit 10 minutes. Donc, à 10h38. Vous l'avez dans le clavardage. Vous avez dans le clavardage et puis vous avez le document, c'est le même document. On passe à l'activité 2, s'il vous plaît. Donc, 10h38, s'il vous plaît.
Je ne sais pas si on a terminé le visionnage et la brève réflexion. Est-ce qu'on peut revenir? Vous avez encore besoin de 2 minutes pour qu'on rentre à 38 comme prévu. Je pense qu'on va attendre le 2 minutes. OK. OK. Alors, après avoir écouté la vidéo, qui est un peu, qui nous présente, oui, un pan de l'insécurité linguistique, mais d'autres enjeux reliés à l'apprentissage d'une langue seconde et puis à l'apprentissage des élèves plurilingues. C'est sûr que l'exemple, je m'excuse, toute la vidéo était en anglais, mais je pense qu'avec le sous-titrage, vous pouvez la mettre, vous pouvez avoir des sous-titrages en français. J'ai oublié de vous le dire pour ceux qui auraient de la misère avec l'anglais, mais je pense que c'était quand même assez aisé à comprendre. Alors, ce qu'on peut voir dans cette vidéo, avant que je ne vous donne la parole, parce qu'on va revenir là-dessus, c'est que les émotions positives ont un effet d'expansion sur la cognition, donc le processus par lequel le cerveau absorbe et interprète et organise l'information. Donc, quand on vit des émotions positives, notre réflexion se passe bien. Mais quand on vit des émotions comme l'anxiété langagière, par exemple, ça peut nous rendre muets parce qu'on ne sait pas. On a peur de s'exprimer, ça peut comme bloquer la parole. Donc, ce n'est pas nécessairement lié au fait que on a peur que notre variété de la langue ne soit pas assez bonne par rapport à la variété standard, mais ça peut être tout simplement le fait que parce que on est tellement stressé du fait de ne pas connaître la langue qu'on n'arrive plus à réfléchir ou qu'on parle par monosyllabe parce que c'est tout ce qu'on sait. Dans cette vidéo, quand on regarde le petit Moses, est-ce qu'on peut voir qu'il a une peur de s'exprimer en anglais? Est-ce que vous avez aperçu ça chez le jeune garçon ou pas? Pas du tout. Il s'essaye malgré qu'il sait qu'il a de la difficulté. Oui, Amina. Justement, il s'essaye, mais on observe vraiment là, ça prouve le confort ou la sécurité linguistique parce que même en s'essayant, en cherchant le mot par lui-même, en cherchant dans le dictionnaire, il y a la moquerie de ses amis et même l'enseignante n'a pas cherché à s'approcher de lui ou d'essayer de comprendre son raisonnement, comme si elle est désintéressée du petit garçon. Euh, Alors que c'est très clair le fait que la langue est un obstacle pour lui. Donc, c'est ça. Donc, alors ici, on voit, j'aime beaucoup ce que tu dis, on voit que la langue est un obstacle, on voit que malgré le fait qu'il est conscient de ne pas connaître la langue, il prend le courage de s'exprimer. Cette situation pourrait bâtir de l'insécurité si, et puis là, l'enseignant, oui, elle a dit, est-ce que tu veux perdre des minutes quand elle s'est tournée vers le petit qui riait? Mais ce n'est pas assez. C'est important que nous, on informe nos élèves qu'on doit laisser la place à tout le monde pour s'exprimer et ne pas se moquer de l'expression d'un élève qui est en apprentissage. Et ici, on voit bien que sa compétence en mathématiques, elle est super bonne. Et je pense qu'elle s'est approchée de l'élève pour voir son raisonnement, puisqu'elle lui a demandé, est-ce que tu veux expliquer ton raisonnement à la classe? Elle a quand même pris la peine de s'approcher de lui. Mais elle aurait pu vraiment, et c'est là qu'on parle de valoriser pour permettre à l'élève d'avoir le sentiment de compétence et avoir le sentiment d'appartenance pour pouvoir contribuer. Ici, elle a manqué une occasion de valoriser ce que l'élève a fait afin de bâtir chez lui le sentiment de compétence qui lui donnera la force de contribuer. Elle a manqué aussi l'occasion de parler aux autres,
Un peu comme la petite fille qui a dit, juste le fait de m'avoir présenté à la classe m'a permis d'exister. Elle a manqué l'occasion de faire exister cet élève-là pour qu'il ait le sentiment d'appartenir. Donc, ma question, c'est comment est-ce qu'on aurait pu faire appartenir Moses avec ce qu'on a vu? Mais par contre, il y avait quelque chose de positif. Au moins, il était assis à côté d'une petite fille qui était capable de parler en espagnol et de lui dire, quand on parle de blocs, ce n'est pas les blocs de manipulation, mais c'est des distances. Et qui était capable de traduire un tout petit peu la tâche. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour améliorer au niveau du sentiment d'appartenance, au niveau du sentiment de compétence? Oui, Christine. Bien, il me semble qu'il y a eu un manque avant même que l'élève soit dans la classe. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être une vidéo fictive, je ne sais pas, mais ou le profil de cet enfant-là, est-ce que l'enseignante a été informée? Est-ce qu'elle savait à quel point il ne comprenait, il n'était pas en mesure de s'exprimer? Il y a le avant, il me semble, manque dans cette situation-là. J'aime beaucoup que tu l'apportes parce que là, pour ceux qui ont le rôle d'enseignant et pas FENA, on voit ici qu'on a vraiment un gros rôle à jouer hein, par rapport à introduire le nouvel élève après le comité d'accueil et d'admission à son enseignant titulaire et l'enseignant titulaire également a un gros rôle à jouer sur comme il faut une conversation. Merci de le mentionner. Oui, Fatima. Moi, je vais parler du pendant. Donc, le avant a été raté, le pendant est pas mal raté aussi. Étant donné qu'elle a des élèves qui parlent la même langue que ce petit garçon, peut-être qu'elle aurait pu les jumeler ensemble, commencer le travail en attendant qu'elle termine la consigne à toute la classe, puis s'asseoir et prendre le relais avec cet élève. Peut-être le jumelage n'a pas été fait, les lignes directrices n'ont pas été communiquées à la petite fille qui a l'air vraiment bonne, à l'aise dans la langue. Et ce qui est bien, c'est que le garçon est super bon en mathématiques. On voit qu'il est très, très bon, il est compétent. Donc, c'est juste un petit peu la langue qui rend les choses un petit peu difficiles. Et c'est ça. J'aime beaucoup que tu reviennes là-dessus parce que, en fait, cette vidéo, je voulais montrer pour deux raisons. Pour qu'on parle d'insécurité linguistique, mais qu'on parle aussi d'étayage. Comment est-ce qu'on accompagne l'étayage que l'on voit spécifiquement dans l'enseignement explicite? Parce que mercredi, notre webinaire va porter sur l'enseignement explicite et on va revenir souvent à cette vidéo. Si j'avais le petit Moses dans ma salle de classe, qu'est-ce que j'aurais fait pour qu'il soit capable de suivre la classe avec les autres de façon optimale? Donc, ça va être le point qu'on va aborder. Et puis, une des solutions que tu apportes est la bonne, c'est créé des moments d'apprentissage coopératif qui vont permettre justement d'avoir des interactions langagières entre les élèves pour que justement ces conversations-là se passent et soient un tremplin. Donc, une des stratégies, c'est celle que tu apportes. Et donc, oui, je suis contente que tu vois parce que là, ça va nous aider que tu apportes ça parce que justement, c'était un peu le rôle de cette vidéo aussi. Alors, les travaux de Zuniga nous disent qu'il y a trois sortes d'émotions que l'on peut vivre dans un moment d'apprentissage. On peut vivre l'anxiété langagière, on peut vivre le plaisir langagier et on peut vivre l'expérience optimale. Je vais essayer d'aller rapidement sur ces trois concepts-là. Alors, l'anxiété langagière, c'est quoi? Une émotion anticipatoire négative liée à une faible perception de contrôle et à la peur d'un échec futur. Donc, l'anxiété langagière, c'est un peu celle qu'on ressent quand on vit l'insécurité linguistique. J'ai peur de ne pas m'exprimer d'une façon satisfaisante ou j'ai peur, j'aimais souvent dire, quand j'apprenais l'anglais, je disais, j'ai des conversations de bébé et ça m'énerve parce que je n'arrive pas à avoir des conversations au niveau intellectuel que je souhaiterais avoir. Et ça peut être ça. Alors, les effets sur l'apprentissage, ça réduit l'engagement et détourne l'attention de la tâche. Donc, plutôt que de me focaliser à comprendre la tâche qui est demandée, je suis focalisée à trouver le bon mot, à trouver le mot juste. Diminue la performance
en production orale et en production écrite, mais surtout en production orale. Les sources principales d'anxiété langagière, plus élevées chez les élèves perfectionnistes. Donc, d'où l'importance de rappeler à nos élèves ce que j'attends de toi, ce n'est pas la perfection, mais c'est que tu donnes le meilleur de toi-même. Les élèves perfectionnistes sont peu tolérants aux erreurs. Et l'autre source, c'est le sentiment d'incompétence face à la tâche. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver parce que je ne comprends pas ce qui m'est demandé. Il y a trop de rétroaction. Donc, à chaque fois que je fais une tâche, on ne me laisse même pas terminer mon action qu'on est déjà en train de me corriger. Et puis, le climat de classe compétitif ou malsain. Et on l'a vu dans la vidéo que le climat de classe était malsain. Donc, ça crée de l'anxiété langagière. Parce qu'on laisse les élèves rire de leurs camarades. Ça, c'est inacceptable. Un autre sentiment qu'on peut ressentir, c'est... Oui, vas-y, Christine, avant que je continue. Ben non, tu allais finir. Je voulais juste, peut-être aussi, il me semble, la surcharge cognitive et la fatigue Oui, oui, chez les élèves serait un autre. oui. Tu as bien raison. La raison pour laquelle tu as entièrement raison, la surcharge cognitive, et puis justement mercredi, quand on parlera d'enseignement explicite, une des stratégies, c'est de morceler la tâche. Parce que justement, quand les élèves sont en surcharge cognitive, parce qu'il y a trop d'informations en même temps, on va souvent dire, pour certains élèves, ne leur donne pas 3 consignes à la fois. Et on voit que des fois, c'est un critère, même quand on décrit les compétences langagières d'un élève, on va dire il est capable de suivre une consigne à la fois accompagnée de gestes lorsque l'adulte articule bien. Après, on va dire il est capable de suivre 2 consignes à la fois. Des fois, on va leur donner tellement de consignes d'un seul coup que leur cerveau n'a même pas le temps de digérer l'information, d'enregistrer l'information et de la digérer. Oui, en effet. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas nommé dans ma diapositive, c'est parce que j'ai appuyé ma slide sur les travaux de Zuniga. C'est juste la raison. Mais merci de me l'avoir rappelé. Alors, une émotion, le plaisir langagier, par contre, c'est une émotion positive, issue de l'interaction entre défis et compétences perçues. Par exemple, un sentiment de réussite devant les pairs. Le regard des autres a beaucoup d'importance quand on est un jeune enfant, quand on est un ado. Donc, quand j'anticipe que je vais pouvoir bien faire les choses et qu'il y a du monde qui me regarde, en général, ça m'apporte une certaine satisfaction, une certaine fierté. Et quand je sais que je vais pouvoir relever le défi, ben, je me sens compétent et je suis fière de l'afficher. L'effet sur l'apprentissage favorise l'engagement, l'exploration et une cognition plus flexible. Michelle Maïnor-Corriveau a souvent l'habitude de le répéter lorsqu'elle fait ses formations, c'est que la seule chose qui motive nos élèves, c'est le sentiment de succès. Plus je vis des succès, plus j'ai le goût de tenter des choses. Renforce les compétences à l'oral et écrite, parce que malheureusement, celui qui pratique s'améliore, celui qui ne pratique pas ne s'améliore pas. Donc, quand j'ai le sentiment que je vais y arriver et que je me donne plus d'occasions de pratiquer, donc plus d'occasions de m'améliorer. Qu'est-ce qui peut stimuler le plaisir langagier? Les activités authentiques et porteuses de sens avec des défis appropriés. Donc, travailler dans la zone proximale des élèves, ne pas donner des charges surchargées cognitivement les élèves. Et puis, le plaisir est contagieux, des encouragements, un climat sécurisant dans la salle de classe où on a le droit de faire des erreurs et d'apprendre de nos erreurs. L'autre concept, c'est l'expérience optimale ou le flow. Alors, c'est un état de plein engagement qui favorise une attention focalisée. Avez-vous déjà eu la sensation de faire une activité et de ne pas sentir le temps passer? Et juste de lever la tête et de se dire, « Hey, tiens, il est déjà 4 heures. » C'est souvent parce que le niveau de difficulté de la tâche et vos compétences ainsi que le plaisir que vous éprouvez se rencontrent, se convergent. Et c'est à peu près dans cet état qu'on voudrait situer nos élèves. Alors, on a un sentiment de contrôle total, une performance accrue. Elle survient lorsque l'élève est tellement absorbé qu'il ne voit plus le temps passer. Et les effets, ça maintient l'attention soutenue, ça stimule la prise de risque.
Et je suis sûre que chacun de vous a déjà expérimenté des temps où, avec ses élèves, les élèves sont en train de travailler sur un projet, la cloche sonne où tu dis, c'est le temps de se préparer, et puis ils disent, non, madame, on veut finir avant. Tellement ils sont motivés. Ils veulent juste rester en classe ou ils disent, est-ce que je peux rester? Je n'ai pas envie d'aller à la récréation parce qu'ils sont tellement captivés par ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, l'expérience optimale et le rôle de l'enseignant. Proposer des tâches authentiques et collaboratives, ça peut faciliter. Créer un climat sécurisant permettant l'exploration. Ajuster la difficulté et offrir une rétroaction constructive. Donc, c'est important d'avoir des critères pour que l'élève sache exactement ce qu'il a amélioré. Les buts sont clairs, les défis sont réalisables, l'élève se sent en contrôle, l'élève prend plaisir. Ceci, c'est l'ancienne ressource l'ancienne version de la ressource Je m'engage, tu t'engages. Je vous ai mis le lien. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle version, ils l'ont enlevé, mais je trouve que c'est fantastique parce que nous, on peut l'essayer. Je vais juste aller cliquer dessus pour m'assurer que vous voyez bien. Alors, ici, c'est une façon comment je peux dire, de mesurer que l'activité que l'on donne à nos élèves se trouve dans la zone où on peut vivre le flow. Alors, la première chose, c'est quel degré de complexité. Donc, mesurer le degré de complexité et le degré de compétence. Donc, quand l'élève a une tâche à faire, sur le graphique ici, le premier graphique, il mesure le degré de complexité. Est-ce que je trouve que la tâche est très complexe sur une échelle de 0 à 10, sachant que ça, c'est le plus simple et là, c'est le plus complexe. L'élève le souligne et puis le degré de compétence, il le mesure de ce côté. Est-ce que je me sens faiblement compétent ou très compétent? Une fois qu'il a fait, qu'on superpose ce schéma à celui-là, on est capable de voir, donc souvent on peut faire ce test-là à la fin d'une activité, on est capable de voir si l'activité qu'on a fournie à nos élèves les situait, si son intersection se trouve dans cette zone ici, se situait dans la zone de l'anxiété ou si elle se situait dans la zone de relaxation, donc c'est vraiment plate à mourir, ou si elle se situait dans le flow. Donc, des fois, en superposant les deux tableaux, donc à la fin d'une activité, on peut aller mesurer si notre activité était assez bien ciblée. Donc, le document, vous l'avez dans la slide, assez bien ciblé pour que nos élèves se trouvent dans la zone du flow. Là où le degré de complexité de la tâche et le sentiment de compétence trouvent une convergence telle que l'élève vive un sentiment de compétence et du plaisir à apprendre. Donc, j'ai mis l'outil et puis ce schéma, c'est dans la nouvelle version de la ressource Je m'engage, tu t'engages, qui est une belle ressource aussi. Ça, c'est la nouvelle version. Oui, ça, c'est la nouvelle version. Je vous l'ai mis le lien. Donc, dans celle-ci, vous avez l'ancienne version, l'outil qui se trouve dans l'ancienne version qu'on peut encore retrouver sur Internet si on fait la recherche. Et je vous ai mis la nouvelle version de la ressource. Oui, Fatima, je vois que tu as la main levée. Oui, j'ai la main levée en regardant le degré de complexité et les niveaux de compétences au sein de la même journée pour le même élève. Dépendamment des matières, il y a certaines matières où il va être en contrôle, en relaxation, il y a des matières où il va trouver ça ennuyant, il y a des matières où il va développer une anxiété aiguë. Donc, les matières aussi jouent. Il y a des forces chez certains élèves qui vont se manifester dans certaines zones de confort, de contrôle. Il y a des faiblesses, des défis dans certaines matières qui vont sûrement aller dans la section anxiété et complètement perdu. Oui, en effet, en effet. Donc, en fait, c'est un bel outil pour nous pour aller voir un peu où on se situe. Bon, on n'a pas toujours le temps, mais l'outil est là. Alors, on a terminé pour ce que j'avais prévu aujourd'hui. Et je vais vous laisser avec la présentation de Madame Lamoureux.
qui parle d'insécurité linguistique. Vous pouvez l'écouter en voiture, vous pouvez l'écouter en cuisinant, mais c'est intéressant de l'écouter et je vous suggère fortement de l'écouter. C'est un bon 50 minutes, mais ça vaut la peine de l'écouter. Ne passez pas à côté parce que des fois, en tout cas, moi, c'est mon expérience, je ne sais pas pour vous, les concepts très scolaires, très académiques, en général, quand j'en entends parler, je trouve que c'est plus accessible quand ensuite je vais lire des articles scientifiques. Je trouve que c'est ça, comme ça me donne comme ça déblaye le chemin. Et c'est pour ça que j'essaye de vous donner des vidéos parce que ça déblaye le chemin pour que lorsque vous rentriez dans les articles purement scientifiques, vous ayez des clés de lecture de ces articles-là. Donc, je vous suggère de le lire. Et puis, après avoir lu, vous pouvez repenser à l'étude de cas qu'on a eue par rapport quand on parlait de celle-là, là, à l'approche du drapeau franco-ontarien, Sophie enseignante dans une école d'Ottawa marquée par une forte diversité ethnique et culturelle, discutait avec ses collègues. Et puis, donc là, elle disait, ben, je ne comprends pas pourquoi on en fait autant à l'école. On est seulement 5 franco-ontariens. Donc, revenir sur, c'est quoi un franco-ontarien? Est-ce qu'on peut juger un franco-ontarien par son accent, par son lieu de naissance? Donc, je sais que vous avez déjà la réponse, mais c'est toujours bien de revenir à ces questions-là parce que ça nous aide à approfondir notre réflexion et on chemine toujours un peu plus. Donc, c'est ça. Et puis, l'article de Levasseur, c'est celui que j'ai utilisé pour le webinaire. Si vous voulez aller lire la source sur cette étude qui a été faite en Colombie-Britannique, justement, sur ces élèves-là qui ont le sentiment de ne pas être de vrais francophones parce que leur expérience scolaire leur donne l'impression qu'ils ne sont pas légitimes dans la communauté. Et puis, elle donne des pistes de solutions de ce qu'on pourrait faire pour que les élèves se sentent légitimes comme francophones. Donc, j'ai terminé avec ce qui était prévu pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre participation. Mercredi, on parlera d'enseignement explicite. On va faire de la pratique. Et puis, j'aurais besoin de généreuses personnes qui voudraient planifier pour que vendredi, ils fassent une petite présentation. Donc, commencez à y réfléchir. Est-ce que vous serez à l'aise de faire un petit modelage devant vos collègues? En tout cas, mercredi, on en reparle. Je vous souhaite une excellente journée. Ceux qui veulent quitter peuvent quitter. Ceux qui ont des questions peuvent rester. Je suis disponible. Bonne journée tout le monde. Merci, bonne journée. Oui, Merci, Rachel. bonne journée. Merci, bonne journée.